Alors, pour faire une bonne pâte à pizza, comme j'aime à les faire, il faut un récipient, une balance, de la farine, de l'eau, gazeuse, c'est mieux, de la levure de boulanger, du sel et de l'origan. Je mets environ 250 g de farine dans mon récipient avec une pincée de sel, le sachet de levure de boulanger, j'y ajoute ensuite 30 centilitres d'eau gazeuse, je mélange. Je rajoute un peu de farine, évidemment, pour éviter d'avoir une pâte trop mouillée, trop collante. Et j'ajoute enfin l'origan. Je malaxe, encore. Je rajoute un peu de farine, parce qu'il faut savoir corriger le tir et pas forcément coller au projet initial. Alors, vous vous doutez bien, je ne vais pas rester là à vous parler de bonne bouffe. Je vais également en profiter pour glisser un petit mot de cinéma. Alors, en l'occurrence, je voulais vous parler d'un film qui, lui, essaie d'appliquer une recette, qui est celle du genre Rape and Revenge, et qui fut, un moment durant, pendant les années 70, un pôle d'attraction assez significatif du cinéma d'exploitation. Alors, il y a eu, bien sûr, entre autres, La dernière maison sur la gauche, aux États-Unis, et puis Elle s'appelait Scorpion, au Japon, pendant la même période. Alors, mais Kid de l'Europe. Eh bien, parmi les titres les plus emblématiques et les plus souvent cités, il y a ce film suédois de Bo Arnvidnus, qui s'appelle en français Crime à froid, et dans sa version originale a été traduit en anglo-saxon par Thriller A Cruel Picture, et qui est aussi connu sous le sobriquet de The Color One Eye. Et pour cause, pourquoi? Puisque le film nous narre les aventures, ou plutôt les mésaventures, d'une jeune femme, une jeune femme de la campagne, muette, pour cause de... accrochez-vous, ça commence. Pour cause de viol traumatique et incestueux, qui est enlevé directement dès le début du film par un proxénète. On la fait devenir accro à l'héroïne, de telle manière qu'elle ne pourra se payer sa dose que si elle a bien et docilement travaillé, c'est-à-dire en se prostituant sciemment. Alors, je vous passe les lettres que le ravisseur envoie aux parents de la victime, qui sont ensevelis sous une espèce de peine innommable, qui finissent par se suicider, ainsi que les nombreuses scènes d'abduction, toutes plus dérangeantes les unes que les autres, et pour lesquelles d'ailleurs le réalisateur ne se refuse rien, dont justement l'infamante utilisation d'un stock shot issu directement d'un film pornographique, montrant une pénétration sexuelle en gros plan et en plein milieu du montage d'une séquence de viol. Alors, tout ça culmine avec l'horrible séquence d'énucléation de l'héroïne. D'ailleurs, au passage, je vous déconseille vivement de taper le mot énucléation dans votre moteur de recherche si vous voulez un tant soit peu bien dormir ce soir. Et surtout, plus généralement, garder la foi, j'allais dire, en l'être humain, ou en l'humanité d'ailleurs, face aux atrocités que l'homme est capable concernant les animaux. Alors, je vous ai pas coupé l'appétit, j'espère. Alors, pourquoi je vous parle de ce petit film d'exploitation, aux qualités toutes relatives, à son genre et à son époque, et à ses conditions de production et d'exploitation. C'est qu'en fait, au-dessus même du fait qu'il reste un film de genre plutôt bien foutu, et c'est difficile de le dire, mais divertissant, The Color One Eye, de loin le titre que je préfère pour ce film, c'est surtout un pur objet cinématographique, un pur objet de cinéma, en ce qu'il propose une utilisation plutôt spectaculaire, on va dire, du ralenti, et surtout une utilisation pertinente, voire même révolutionnaire de ce procédé cinématographique. Aujourd'hui, devenue bien trop désuète et factice, n'en déplaise aux fans des frères Wachowski. Alors,
évidemment, après tous les déboires et l'impuissance de l'héroïne face à ces horribles tortionnaires, nous n'avons plus qu'une seule envie, nous, en tant que spectateurs, hein, c'est qu'elle se venge aussi violemment que possible de ces salauds, ces affreux qui l'ont fait souffrir, qu'elle les éradique hein, de façon aussi violente, hein, du moins aussi significative, en tout cas aussi spectaculaire et efficace que l'emprise qu'ils ont eue sur elle depuis 1 heure que le film est commencé. Et c'est bien le principe de ce genre de film hein, auquel The Color One Eye appartient, puisque après le rape, par définition, il y a le revenge. Alors, lentement, inlassablement, la protagoniste principale de l'intrigue va apprendre tous les mécanismes de la vengeance. La maîtrise des arts martiaux, la conduite sportive, le maniement des armes à feu. Alors, avant de s'abattre de façon implacable, robotique, systématique, hein, sur ses bourreaux. Et à chaque fois, la séquence nous est intégralement, je dis bien intégralement, proposée sur le mode du ralenti, usant et abusant d'ailleurs de ce procédé, comme les clients du proxénète ont usé et abusé d'elle juste auparavant. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces ralentis? Qu'est-ce qu'ils ont de si géniaux en dehors de leur aspect spectaculaire? Eh bien, simplement en procédant d'un ralenti à l'extrême, hein, faisant accompagner d'ailleurs le procédé par une bande-son aussi hypnotisante qu'interminable, hein, où chaque répercussion a un écho à n'en plus finir, eh bien il redonne un peu de crédibilité à son histoire, à son héroïne, et surtout d'ailleurs à son actrice principale, notamment dans la séquence où elle affronte 2 policiers, qui reste pour moi la plus emblématique de tout le film. C'est-à-dire qu'elle est sublimée dans ses gestes, alors que, disons-le, franchement, la comédienne semble un peu peinée à rester crédible hein, dans ses mouvements et sa maîtrise, on va dire, martiale. En fait, sans ce procédé de ralenti, on obtiendrait presque un sketch, avec cette pauvre femme en train d'essayer d'apparaître forte et maîtrisée, alors qu'en réalité, elle semble vraiment peinée, quoi. Elle n'est pas à l'aise dans ses mouvements. Alors c'est surtout que cette séquence intervient après une démolition systématique du personnage, du corps de son interprète. Elle est soumise à des aléas scénaristiques ultra douteux. Elle est atteinte, au-delà même du tournage, par l'image elle-même. Le film lui prétend un corps qui n'est pas le sien, hein, pour mieux la souiller. Le fameux plan de la pénétration inséré dans le montage, allant jusqu'à lui crever l'œil, et par là, en lui ôtant sa condition même hein, d'objet cinématographique, l'œil étant par excellence cet objet poétique essentiel du cinéma. Et puis, comme une renaissance, le rapport de force s'inverse. Et là, le metteur en scène semble avoir trouvé un moyen pour sublimer son actrice, dans son incapacité en tout cas, ou son manque de crédibilité. Et c'est surtout le moment où le film devient l'allié du personnage, comme pour lui conférer de nouveaux pouvoirs. Ça lui donne une nouvelle présence, une nouvelle incarnation hein, qui finit in extremis à faire d'elle un pur objet de cinéma à part entière, voir le cinéma lui-même incarné. Voilà, c'est prêt. La cuisson est faite. Il n'y a plus qu'à passer à table et à déguster. Et n'oubliez pas, The Color One Eye et la plupart des films d'exploitation de cette époque, tout comme les pizzas que vous venez de faire, c'est encore meilleur le lendemain quand c'est réchauffé.